Donc AXA, c'est un assureur que je pense que vous connaissez tous, en tout cas de nom. Et l'objectif que je vais avoir avec vous, c'est de vous expliquer à la fois ce que c'est réellement l'assurance, parce que l'assurance, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de faits d'actualité qu'on peut décrypter à travers notre métier, et vous expliquer aussi la stratégie du groupe, et notamment évidemment la stratégie par rapport à ses actionnaires individuels et salariés, qui est pour nous un axe fort depuis la création du groupe. Alors, l'année 2025 est pour nous une année importante, à la fois parce que c'est les 40 ans du groupe, mais aussi puisque Claude Bébéar, le fondateur du groupe, s'est éteint il y a quelques jours, et du coup c'est aussi l'occasion de revenir sur cette histoire entrepreneuriale qui est AXA. C'est une histoire de la conquête internationale d'une petite mutuelle normande que Claude Bébéar avait dirigée dans les années 80 pour devenir aujourd'hui l'un des premiers assureurs européens et mondiaux, notamment sur les lignes entreprises. Alors, on va commencer peut-être par le manifeste d'AXA, puisque vous le vivez tous dans votre vie quotidienne et de manière globale en consultant les médias. On a de plus en plus de menaces, on a de plus en plus de risques qui émergent, soit des risques qu'on connaît, comme évidemment le risque climatique qui est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne, mais également des nouveaux risques qui émergent, comme par exemple les risques liés à l'intelligence artificielle et au cyber, ou les risques par exemple liés à la fragmentation sociale. Et donc nous on considère que malgré toutes ces menaces qui existent, il ne faut pas considérer le futur comme un risque, et donc il faut qu'on ait un regard lucide, mais pas fataliste, et qu'on justement aille de l'avant. Et c'est un peu ce qui drive en mauvais français l'action d'AXA et l'action des équipes AXA au quotidien, pour pouvoir justement accompagner ses clients, accompagner la société, pour appréhender ces risques, pour les décrypter, et aussi pour donner des solutions de prévention et des solutions d'adaptation à ce nouveau contexte. C'est aussi important d'insister sur le fait que le métier d'assureur est en train d'évoluer, pour ne plus être uniquement là au moment du sinistre, pour rembourser justement les dommages, mais également pour être un partenaire de nos assurés tout au long de votre parcours, pour vous offrir des services notamment de prévention, que ce soit sur le climat, sur la santé par exemple, ou d'adaptation par rapport à un monde qui change à toute vitesse. Et donc c'est important de commencer par là. Le futur, et si le futur n'a pas de risque, c'est un manifeste qu'on a publié dans la presse il y a 2 ans et qui guide un peu nos actions. Alors c'est quoi AXA? AXA, c'est donc 40 ans d'histoire, 40 ans de conquête internationale, avec plusieurs phases. La première phase, c'est la phase justement de Claude Bébéar, notre fondateur. Donc AXA a été créé en 1985, et dès le début, il avait l'ambition de partir de cette mutuelle de Normandie pour en faire un géant international, en allant acheter, donc beaucoup la croissance d'AXA s'est faite beaucoup à l'époque par par la croissance externe, par des acquisitions. Et donc les deux acquisitions majeures qui ont un peu marqué l'histoire d'AXA dans cette première phase, c'est d'une part l'acquisition d'Equitable en 1991, qui était un des plus grands assureurs américains. Et puis évidemment, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont suivi ça à l'époque en 1996, ça remonte un peu, c'est l'OPA sur UPA, qui était le premier assureur français et qui a permis de donner les contours d'AXA qu'on connaît aujourd'hui. La deuxième phase, c'est la phase d'Henri de Castres, où justement à partir de cette structure du groupe que Claude Bébéar avait légué à Henri de Castres, la conquête internationale, en allant à la conquête de nouveaux marchés. On est aujourd'hui le principal, par exemple, employeur français au Japon. On est l'un des principaux assureurs au Japon, notamment sur le segment épargne. C'est l'acquisition de Winterthur en 2006, qui est un assureur suisse, qui a permis aussi de donner une autre assise et une autre dimension à AXA. Et 2009, on a été classé comme la première marque mondiale de l'assurance par un classement connu qui est Interbrand. Et j'en profite, je fais une petite parenthèse là-dessus, plus sur la partie communication et publicité. On a été sacré cette année marque la plus créative du monde au Festival de la publicité de Cannes en juin dernier. Et puis ensuite, la troisième phase de l'expansion du groupe, c'est la phase de Thomas Buberl, qui est l'actuel directeur général du groupe, qui est arrivé en 2016. Donc ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'il est à la direction générale du groupe. Et Thomas a considéré que dans un monde qui justement a évolué de plus en plus, et il a eu la vision en 2016 d'avoir déjà un temps d'avance par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, il fallait d'une part se recentrer sur les marchés où on pouvait être dans le top 5, voire le top 3 quand on pouvait de l'assurance. L'assurance est un métier qui nécessite beaucoup de capitaux, parce que justement, si vous devez faire face à plusieurs risques, vous devez avoir beaucoup de réserves, c'est la réglementation qui l'oblige, mais donc vous devez avoir beaucoup d'investissements quand vous rentrez sur un marché. Et donc pour ça, il a considéré qu'il fallait rester dans les marchés où nous étions leaders. Donc il a beaucoup recentré l'empreinte géographique du groupe en vendant une vingtaine de pays. On est présent aujourd'hui dans 50 pays dans le monde. Et puis la deuxième grande dynamique que Thomas Buberl a enclenchée, c'est le recentrage sur le métier de l'assurance. C'était important pour bien faire notre métier, de se recentrer sur ce métier et de ne pas se disperser sur notamment les risques financiers qui, depuis la crise de 2008, nous rendaient très sensibles justement aux fluctuations des marchés boursiers. Donc c'est vraiment recentré sur le marché de l'assurance dommage pour pouvoir justement être beaucoup plus fort et offrir plus de services de qualité
à nos assurés. Et donc on est aujourd'hui un leader mondial de l'assurance sur les différentes lignes de l'assurance, avec la dernière un peu grande, plutôt pas une acquisition pour le coup, mais une grande cession, c'est AXA IM, qui était notre filiale de gestion d'actifs, qu'on a vendu en juin dernier, enfin le closing a été réalisé en juin dernier à BNP Paribas, pour justement dire la gestion d'actifs, c'est un métier à part entière. Pour concurrencer les grands géants de la gestion d'actifs comme BlackRock et Amundi, il faut aussi beaucoup d'investissements. On préfère mettre cet investissement plutôt sur l'assurance et on va avoir un partenariat de long terme avec la nouvelle entité au sein de BNP. Donc la décision d'investissement reste chez nous. Mais d'ailleurs, Jean-Baptiste Rico, notre directeur d'investissement, sera cet après-midi en conférence pour vous expliquer aussi les décisions d'investissement d'AXA. Mais le véhicule pour investir passe chez BNP Paribas avec qui on a un partenariat de long terme. Et donc c'est encore une fois une manière de se recentrer sur le métier de l'assurance, de plus en plus à travers les risques qui émergent et les risques qui s'ancrent de plus en plus. C'est important de commencer à bien faire son métier avant d'aller sur d'autres marchés. Et donc aujourd'hui, on est évidemment une marque assez connue en France, quasiment patrimoniale, liée à l'assurance, mais de plus en plus aussi à travers le monde. On aime dire chez AXA, je prends le chiffre français, qu'on a un agent AXA tous les 6 kilomètres. C'est-à-dire que vous pouvez être exposé tous les 6 kilomètres à une agence et au logo AXA, ce qui justement rend notre marque incontournable, avec aussi des leviers de mécénat assez forts. J'en cite un, et après on viendra aussi sur les actions mécénat plus tard. C'est le club de foot Liverpool, puisque on est aujourd'hui le partenaire principal d'entraînement du club Liverpool. Pourquoi Liverpool? Parce que c'est un club qui a une résonance internationale très très forte, notamment en Asie, où on est très présent, parce qu'on est présent également en Chine et dans quelques pays en voie de développement du sud-est asiatique. Et puis deuxième aussi fait majeur du sponsoring qui a été annoncé récemment, c'est le partenariat avec la Fédération française de rugby sur la compétition femmes, puisque la protection au sens large des femmes est un vrai axe pour nous important, à la fois en termes de développement durable, mais aussi en termes de développement commercial. Aujourd'hui, quelques chiffres. Premier assureur mondial des entreprises avec la grande acquisition d'AXA XL en 2018 que Thomas Buberl avait enclenché. Donc aujourd'hui, grâce à AXA XL qui assure les risques des multinationales, on est le premier assureur mondial des entreprises. On est le deuxième assureur européen et on est, et ça c'est important de le rappeler, on est un leader sur la prévoyance collective et donc le segment épargne, même si AXA IM est maintenant dans le giron de BNP, l'épargne est pour nous un axe de développement fort et un axe de croissance. Comme je disais, présent dans 50 pays, dans l'ensemble des zones géographiques du monde. On est présent à la fois dans le nord-américain, les États-Unis notamment. On est présent en Amérique centrale et Amérique du Sud. On est présent dans quelques pays africains, le Maghreb et quelques pays d'Afrique francophone. On est présent au Moyen-Orient. On est présent en Asie, Chine, Japon, mais aussi Philippines, Indonésie notamment. Et donc, c'est 95 millions de clients et 154 000 collaborateurs et agents à travers le monde. Alors maintenant, pour parler un peu de chiffres financiers, aujourd'hui, donc la photographie d'AXA, c'est un modèle équilibré entre B2B et B2C. On a une empreinte aujourd'hui qui est équilibrée entre l'assurance qu'on peut offrir à des particuliers et l'assurance qu'on peut offrir à des entreprises. Et dans les particuliers, évidemment, c'est à la fois les dommages, ce que vous pouvez tous connaître avec l'assurance habitation, l'assurance auto, mais c'est aussi l'épargne. Et puis sur les entreprises, c'est tous les contrats collectifs, à la fois de santé, mais aussi les plans d'épargne d'entreprise ou les plans de retraite, et évidemment les grands risques dans les entreprises, avec encore une fois des nouveaux risques qui émergent. Je vais juste donner une illustration concrète sur les risques géopolitiques, par exemple. Alors on n'assure pas directement les guerres, par exemple, mais on assure les pertes d'exploitation liées aux guerres, et on voit de plus en plus dans un monde fragmenté et de plus en plus dangereux que les entreprises sont de plus en plus confrontées à la rupture de chaîne d'approvisionnement, par exemple, en mer Rouge. Et donc, nous, on assure les pertes d'exploitation liées à ça, ce qui nous oblige aussi à changer la façon de faire notre métier, à renforcer nos expertises sur la géopolitique et aussi à imaginer des nouveaux moyens de mesurer les risques à travers, par exemple, la géospatialisation. Les satellites nous permettent, par exemple, de collecter beaucoup de données qui nous permettent de mieux comprendre, par exemple, les routes maritimes et les menaces qui peuvent poser dans certaines zones géographiques du monde. Et donc ça, c'est vraiment un axe important pour nous, le dommage entreprise. Alors une citation de Thomas Buberl pour faire honneur à notre directeur général. Nous voulons être... Non, pardon, je n'ai pas eu le temps de la dire. Nous voulons être demain l'assureur le plus attractif pour nos clients, pour le marché, pour les talents. Le point talent est également important par rapport à ce que je disais. Et je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle. C'est aussi important aussi dans une concurrence de plus en plus forte avec les géants du numérique d'attirer les meilleurs talents et d'attirer des nouvelles expertises qu'on n'avait pas forcément chez AXA. De manière assez classique, un assureur, c'était des actuaires. Enfin, je schématise vraiment un actuaire qui allait regarder vers le passé pour analyser plein de données,
un peu en mode statisticien pour mesurer le risque et définir un peu le bon prix de la police d'assurance. Et aujourd'hui, il faut qu'on intègre dans nos équipes des climatologues, des data scientists, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est également important qu'on soit une marque attractive pour les talents, pour qu'on puisse justement avoir les meilleurs dans les équipes par rapport à des GAFAM, qu'on ne peut pas les citer, qui peuvent aussi les attirer. C'est important de revenir sur une décision stratégique de vendre AXA IM, puisque AXA IM était quand même une success story au sein du groupe, puisque c'était un gestionnaire d'actifs qu'on a créé de zéro il y a 30 ans, justement pour pouvoir avoir notre propre véhicule d'investissement. Et c'est pour le coup un gestionnaire d'actifs qui s'est imposé sur le marché français. Mais on s'est rendu compte, comme je disais précédemment, que pour s'affirmer dans le marché européen, voire le marché mondial de la gestion d'actifs, il fallait malheureusement investir beaucoup d'argent. Et cet investissement, on ne le mettrait pas dans l'assurance, qui est notre cœur de métier. Et donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de vendre AXA IM à BNP Paribas, qui est une entreprise qui a un peu la même histoire, même si c'est un peu plus ancien que nous, mais qui a un peu la même histoire que nous, les mêmes valeurs, y compris les mêmes valeurs de dialogue social. Quand on vend une entreprise à une autre, on s'assure aussi que nos salariés soient bien traités. Et donc c'était aussi important de vendre à quelqu'un avec qui on s'entendait bien. Et donc on a vendu AXA IM à BNP Paribas pour justement se concentrer sur notre cœur de métier et avoir un partenariat de long terme avec eux pour pouvoir bénéficier de leur force de frappe sur l'ensemble des marchés et l'ensemble des classes d'actifs, puisque AXA IM était très fort par exemple sur les investissements dits alternatifs, c'est-à-dire l'immobilier, les infrastructures, etc. BNP Paribas était beaucoup plus fort sur les actions, et donc en mêlant les forces des deux entités, on a justement aujourd'hui un véhicule d'investissement qui est très très performant et qui nous permet d'investir au meilleur prix sur le marché. Alors, on parle de cette session, mais c'est aussi important de rappeler les acquisitions qu'on fait, puisque AXA, c'est des acquisitions aussi pour renforcer sur des marchés sur lesquels on a des positions importantes. Ce que je disais, c'est qu'il faut consolider notre position sur les marchés. On est dans le top 3, dans le top 5 de l'assurance. Et aujourd'hui, on a, depuis 3 ans, on a fait pour 2,5 milliards d'acquisitions dans quelques pays clés, notamment la Turquie. On a racheté les activités d'assurance de Groupama, l'Espagne, on a racheté des activités d'assurance de Crédit Mutuel, on a racheté des centres de santé en Irlande pour justement avoir un peu l'ensemble de la chaîne de valeur sur la santé qu'on puisse contrôler, à la fois l'assurance, mais jusqu'aux soins médicaux, puisque dans beaucoup de pays européens, malheureusement, on connaît des déserts médicaux. Et puis récemment, on a acheté 2 belles entreprises en Italie, qui est un marché très important pour nous en Europe. C'est d'une part Nobis, qui est un assureur auto, et d'autre part Prima, qui est un assureur direct. Et peut-être un mot sur le direct, puisque on l'a vu, et il y a des néobanques, comme on dit, qui sont présentes ici. On voit aujourd'hui une vraie tendance de consommation qu'on a connue dans le secteur bancaire, qu'on connaît aussi dans l'assurance, qui est la volonté des assurés d'avoir une application ergonomique, d'avoir un parcours extrêmement fluide, un parcours utilisateur extrêmement fluide, et d'avoir justement des services qui sont offerts sur une application. Et de ne pas passer forcément par des intermédiaires. Alors nous, on est très fiers de notre réseau d'agents, qui est un réseau très très puissant en France, mais aussi dans d'autres pays européens. On va continuer à investir sur le circuit distribution agent, mais il faut aussi, pour tenir compte de nouveaux modes de consommation, d'investir sur le direct, d'où justement cette acquisition de Prima en Italie, qui vient compléter notre offre sur le direct qu'on a par exemple en France avec Direct Assurance. Et donc, à la fois les acquisitions sur des marchés très tactiques pour nous, enfin très stratégiques pour nous, qui sont les marchés européens, ou par exemple la Turquie, qui est un marché en forte croissance compte tenu de la croissance de la classe moyenne, de la croissance démographique. L'importance aussi d'aller sur des nouveaux segments comme les centres de santé en Irlande, mais qu'on peut aussi retrouver un peu en Espagne, un peu en Égypte par exemple. Et puis d'investir sur des nouveaux modes de distribution, le direct, qui vient compléter notre réseau traditionnel de distribution, qui sont les agents. Le plan stratégique actuel d'AXA est un plan stratégique qui a été annoncé en février 2024 et qui court jusqu'en fin d'année 2026. C'est un plan qui s'appuie essentiellement sur la croissance organique. Pareil, quand on voit l'histoire d'AXA, c'est beaucoup de croissance externe en l'acquisition de grosses boîtes. Aujourd'hui, sur le marché, il y a peu de prises de guerre, à part justement les acquisitions tactiques qu'on peut faire sur quelques marchés européens. Et donc, pour continuer à croître et continuer aussi à offrir du rendement à nos actionnaires institutionnels et actionnaires individuels, il faut faire de la croissance organique. Et donc, c'est le principal pilier du plan Unlock the Future qui a été présenté il y a 1 an et demi. C'est la croissance organique en allant à la conquête de nouveaux clients. Et ça, je vais donner un exemple, c'est les auto-entrepreneurs. On va justement à la conquête d'auto-entrepreneurs. On est classé sur le marché français comme un peu premium. Et donc, on a remarqué que quand on faisait des focus group avec des entrepreneurs, qu'ils ne se retrouvaient pas forcément dans nos polices d'assurance, puisque quand vous êtes auto-entrepreneur, vous devez souscrire à une police de responsabilité civile,
puis police d'assurance santé, puis police d'assurance auto, parce que parfois votre véhicule est aussi votre véhicule professionnel, une assurance habitation, puisque votre logement est aussi votre bureau. Et donc, on considérait qu'il fallait fusionner avec un seul pack qui permettait de couvrir l'auto-entrepreneur dans toute sa globalité pour avoir un package adapté au bon prix qui permet justement d'aller à la conquête de nouveaux clients qu'on n'avait pas forcément dans le scope. Et en 2025, donc à date, l'année n'est pas encore finie, on a conquis 1 million de nouveaux clients. Ce qui montre aussi notre capacité à faire de la croissance organique. Le deuxième pilier du plan stratégique, c'est l'excellence technique et opérationnelle. Alors c'est un mot un peu technique qui montre justement la façon de mesurer le risque, de bien comprendre les nouvelles menaces qui émergent, de bien aussi pricer, de fixer un bon prix pour le risque, puisque c'est aussi important pour nous d'offrir le meilleur service et le meilleur service sur client, le meilleur parcours utilisateur pour nos assurés. Et ça, évidemment, c'est toutes les nouvelles technologies, c'est l'intelligence artificielle. Pareil, pour donner un autre exemple, c'est la capacité aujourd'hui qu'on peut avoir de détecter les fraudes à travers l'intelligence artificielle ou de pouvoir vous rembourser plus rapidement en envoyant une simple photo qui est détectée pour bien mesurer le dommage. Par exemple, vous avez une fuite d'eau en dessous d'un certain montant, vous l'envoyez sur l'application en simple photo, vous êtes remboursé sans forcément l'envoi d'un expert qui parfois prend du temps. C'est toute cette excellence technique et opérationnelle basée sur la nouvelle technologie qu'on va renforcer, qu'on va développer dans ce plan stratégique. Et puis le troisième pilier, et ça c'est plus qu'une question philanthropique, qu'une question on voit que c'est beaucoup contesté aujourd'hui la réalité du réchauffement climatique. Pour nous, l'engagement sur le développement durable est vraiment une question quasiment de vie ou de mort pour l'assureur, puisque si les catastrophes naturelles se multiplient, on ne pourra plus faire notre métier convenablement, puisqu'on devra faire face à un mur de dommages à rembourser qui sera très important. Et donc c'est aussi important pour nous de faire du développement durable et de la responsabilité sociale et économique des entreprises le troisième pilier du plan stratégique autour de deux piliers, sous-piliers plutôt. D'une part, la transition climatique. On est 10 ans après la COP21 qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris. On avait annoncé à l'époque l'exclusion de nos portefeuilles d'investissement et d'assurance des énergies fossiles. Et aujourd'hui, on considère qu'il faut, au-delà des exclusions, aller plus loin en finançant la transition climatique. Et donc aujourd'hui, c'est notre rôle d'investir dans les énergies, par exemple, renouvelables. C'est aussi notre rôle de financer toutes les énergies de transition à travers nos investissements, parce que si un assureur ou une boîte financière n'est pas derrière ces nouvelles technologies, elles ne pourront pas émerger. Et donc c'est pour nous à la fois une question d'engagement d'entreprise, mais c'est aussi une question de développement business qui est important pour nous. Et la deuxième chose, c'est l'inclusion sociale. Un assureur ne peut pas faire son métier s'il n'y a pas de cohésion sociale, s'il y a justement trop de fragmentation. Et donc c'est pour nous important d'aller aussi offrir des assurances à ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus exclus des marchés de l'assurance en question de prix. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on développe de plus en plus de la micro-assurance ou de l'assurance inclusive dans les pays émergents, en développant des partenariats commerciaux avec les postes, puisque on a la chance en France d'avoir des réseaux de postiers, des réseaux d'agents qui vont justement offrir des courriers d'assurance. Et donc dans des pays où il y a moins d'agents, il y a moins de réseaux, c'est aussi important de trouver des relais de distribution. Et c'est pour ça qu'en Espagne, par exemple, ou en Égypte, on va développer des partenariats avec des postes pour pouvoir offrir de l'assurance à un prix très très réduit et pour toucher des cibles qu'on n'avait pas forcément dans le portefeuille de clients. Quelques chiffres maintenant, les objectifs financiers du plan stratégique, donc 6 à 8% de résultats opérationnels par action, 14 à 16% de rentabilité opérationnelle des capitaux propres et une remontée de trésorerie de 21 milliards, et puis un taux de redistribution de bénéfices qui est très important pour les actionnaires de 75%, les 25% restants étant investis dans l'appareil justement d'assurance d'AXA, à travers à la fois des dividendes et des programmes de rachat d'actions. Il y a un programme de rachat d'actions chaque année, et il y a un programme de rachat d'actions cette année particulier, puisque c'est pour justement compenser la dilution de la vente d'AXA IM, la dilution du chiffre d'affaires de la vente d'AXA IM, et puis un dividende qui est, sur la durée du plan stratégique, au moins égal au montant du dividende de l'année précédente, qui est à 2,15 € cette année. Les résultats 2024, c'est 110 milliards de chiffre d'affaires en croissance de 8%, qui montre la capacité à générer de la croissance organique. C'est 8,1 milliards de résultats en croissance de 7%, et c'est 216% de ratio de solvabilité. Je vais pas vous faire le cours sur le ratio de solvabilité, mais c'est notre capacité à encaisser des chocs très importants pour montrer justement la solidité financière d'un assureur. Et puis nous avons publié il y a quelques semaines nos résultats, enfin nos indicateurs d'activité sur les 9 premiers mois, et donc on montre aussi que la croissance qu'on a vue en 2024 continue sur 2025, avec un chiffre d'affaires qui augmente de 7% à 89,4 milliards d'euros, et qui est divisé en fait en assurance dommage à 46,2 et à 42,3 en assurance vie et santé.
Très rapidement maintenant des changements dans le management, le comité de direction d'AXA, puisque le patron de la France, Guillaume Bory, devient maintenant patron des risques de la technologie et des finances, et donc est promu au groupe, et donc on a un nouveau patron de la France, et puis on a un fort investissement avec une nouvelle personne qui va venir sur l'IA, l'intelligence artificielle et la technologie, et puis enfin Karima Sylvan, qui était notre DRH groupe, qui devient secrétaire général adjoint du groupe, et qui montre aussi la trajectoire. On a un très fort taux de féminisation, à la fois du conseil d'administration, mais aussi de notre comité de direction. On a évidemment une forte empreinte sur l'ensemble de nos parties prenantes, à la fois nos clients à travers toutes les indemnisations. Alors beaucoup d'idées reçues qui circulent sur l'assurance, qui ne sont jamais là au rendez-vous quand il y a des dommages. On renverse quand même 50 milliards d'indemnisations à nos assurés, dont beaucoup sont dus évidemment au sinistre climatique. On a 30 milliards d'euros d'investis, puisque l'argent qu'on collecte des assurés, on le réinvestit dans l'économie réelle. Et donc on a des programmes justement pour investir dans des startups, dans des pépites, dans les territoires, pour aussi favoriser et soutenir le tissu industriel français. Et puis évidemment dans un contexte de projet de loi de finances, on est fier aussi de payer nos impôts en France, avec aussi un fort taux d'actionnaires salariés, puisqu'on a près de 30% de nos collaborateurs qui sont actionnaires salariés d'AXA. Et donc on a chaque année depuis une trentaine d'années un plan d'actionnaires salariés qui vient compléter justement les actionnaires individuels qui sont autour de 400 000 personnes dans l'actionnariat d'AXA. Quelques chiffres maintenant sur notre performance en bourse. On a un taux de croissance du cours de bourse qui est continu, notamment, alors on prend évidemment la période, un peu de référence qui est l'arrivée à la direction générale de Thomas Buberl, donc depuis 2016, un taux de croissance qui dépasse du cours de bourse qui dépasse les 100%. Moi, je suis arrivé chez AXA il y a 2 ans, en 2023, et le cours de bourse était à 28 euros. Il est un peu moins de 40 euros, et malheureusement, on est pénalisé par l'instabilité politique qu'on peut connaître en France et par les discussions parlementaires sur le projet de loi de finances. Mais donc un cours de bourse qui augmente en continu et qui justement nous place qui nous permet de nous surperformer par rapport à certains indices boursiers, notamment par rapport à celui de référence pour l'assurance. Et une politique de distribution du dividende attractive, puisque, comme on le voit sur ce graphe, un dividende qui n'a cessé d'augmenter depuis 2016, et puis comme je vous le disais, sur la durée du plan, 2024-2026, un dividende qui est au moins égal au dividende de l'année précédente, et donc cette année il est à 2,15, il est en croissance de 9% par rapport à l'année précédente, et donc on annoncera à l'Assemblée Générale d'avril le dividende prochain qui sera au moins égal, voire plus, à 2,15 euros. Comme je disais, 2 programmes de rachat d'actions qui vont totaliser 5 milliards d'euros. C'est aussi important par rapport au débat politique du moment sur les taxes sur les rachats d'actions. Pour nous, les rachats d'actions, c'est pas un gros mot, c'est aussi une manière différente de rétribuer les actionnaires qui nous soutiennent et qui investissent chez AXA. Et donc, on peut donner du dividende, comme on peut faire des programmes de rachat d'actions. Et donc, c'est un programme de rachat d'actions qui est particulier cette année, puisqu'il y a effectivement cette partie, donc les 1,2 et les 3,8 milliards, qui sont annoncés pour compenser pour les actionnaires l'effet dilutif de la vente d'XIM à BNP Paribas. Et donc on a 42 000 salariés et agents AXA qui sont actionnaires d'AXA, qui montrent aussi la fidélité et l'attachement d'AXA, des employés d'AXA à l'entreprise. C'est 40,2 du capital, un capital qui est plutôt stable d'ailleurs, puisqu'on est parti du capital qui est détenu par des mutuelles d'AXA. Depuis 400 000 actionnaires individuels, donc 15 000 qui sont membres du cercle des actionnaires. Et donc si vous êtes actionnaire d'AXA, je vous invite aussi à vous inscrire sur le cercle des actionnaires qui vous permet d'accéder à quelques événements ou quelques partenariats de mécénat qu'on peut avoir. Et donc, comme je disais, on a 15,4% du capital qui est détenu par des mutuelles d'AXA, qui sont un peu les racines du groupe AXA, puisque AXA a été construit sur ces mutuelles de Normandie que Claude Bébert a dirigé dans les 80, et qui permet justement de nous protéger face à toute OPA hostile ou toute opération boursière hostile de nos concurrents, notamment étrangers. Et donc un point aussi important pour nous, encore une fois, c'est pas juste de la philanthropie ou du développement durable qu'on mettrait à côté de la stratégie financière d'AXA. Le développement durable est au cœur du plan stratégique Unlock the Future, et c'est aussi parce qu'on a un enjeu, nous, c'est maintenir l'assurabilité du monde. C'est que face à un monde où il y a de plus en plus de risques, il faut que tout le monde puisse être assuré, et qu'on n'ait pas ni de zone géographique, ni de public qui soit exclu d'assurance. Alors évidemment, parfois, quelques personnes peuvent avoir des refus d'assurance par AXA. C'est aussi notre rôle de diversifier notre portefeuille d'assurance pour ne pas mettre tous nos œufs dans notre même panier et pour diversifier notre exposition. En revanche, on n'aura pas de position de principe pour dire telle zone où il y a eu beaucoup de feux de forêt, ou telle zone où il y a beaucoup d'inondations, on ne peut pas les assurer. Donc c'est aussi important pour nous de maintenir l'assurabilité du monde en offrant une police d'assurance à l'ensemble des personnes qui viendraient nous voir. Mais il y a quand même 3 conditions à ça.
première condition, c'est quand même fixer le bon prix de l'assurance. Et c'est justement toute l'excellence technique et opérationnelle qui va nous permettre de fixer le bon niveau de risque, de bien comprendre l'état de la menace et de fixer le bon prix de l'assurance par rapport à ce qu'on comprend et ce qu'on analyse chez nos clients. La deuxième condition, c'est de développer de plus en plus de services de prévention et d'adaptation. L'idée, c'est pas de rejeter la responsabilité sur les assurés, mais au contraire de vous offrir des services de prévention et d'adaptation pour vous accompagner face à de nouveaux risques qui émergent. C'est à la fois, par exemple, des conseils pour les PME sur l'assurance cyber. C'est de vous offrir, par exemple, des conseils, des logiciels de pare-feu pour justement renforcer la protection par rapport au cyber, quand un nouveau risque émerge. Ou c'est par rapport à des services de prévention sur des SMS qu'on vous envoie avant des catastrophes climatiques ou des services de rénovation énergétique. On finance aujourd'hui jusqu'à 50% des travaux de rénovation énergétique à travers une garantie verte quand vous êtes client d'AXA par rapport à justement l'enjeu de rénovation énergétique. Et troisième sujet important qui est pour nous, qui nous tient à cœur, qui fait partie aussi de ça, pour que personne ne se sente laissé pour compte de l'assurance, c'est le relogement des personnes victimes de violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles. Quand vous êtes même pas titulaire d'une police d'AXA, mais quand votre foyer a une police d'assurance AXA d'habitation, et que vous êtes victime de violences dans ce foyer, vous pouvez être relogé automatiquement sans dépôt de plainte, justement grâce à AXA, puisque c'est un engagement qui nous tient à cœur pour justement ne pas avoir de personnes qui sont laissées pour compte dans l'assurance. Et donc c'est vraiment un enjeu important pour nous maintenir la stabilité du monde et d'investir de plus en plus dans la prévention et dans l'adaptation. Et puis dernier élément important que je vais partager avec vous, c'est le fonds de dotation pour le progrès humain. Donc on est animé par une raison d'être. Toutes les entreprises ont des raisons d'être. La nôtre, c'est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte, qui est évidemment cohérent avec notre métier d'assureur. Et donc on a créé le 30 juin dernier un fonds de dotation qui permet de rassembler l'ensemble de la philanthropie d'AXA, qu'on faisait un peu de manière éparpillée, pour soutenir à la fois des projets culturels et patrimoniaux dans tous les territoires français, mais pas que, internationaux aussi, pour soutenir la science, de plus en plus la science est fragilisée, la recherche scientifique est fragilisée, notamment par quelques décisions politiques dans quelques pays du monde. C'est aussi important pour nous de continuer le message scientifique à travers le fonds AXA pour la recherche. Et aussi, c'est des projets de mécénat sur la solidarité et la santé qui sont importants pour nous, pour justement prolonger ce que je vous disais, c'est qu'on peut pas faire notre métier d'assurance s'il y a trop de fragmentation sociale. Et pour nous, l'un des risques qui nous inquiète le plus, à côté évidemment du risque climatique, c'est le risque de fragmentation sociale et le fait que la cohésion sociale soit mise à mal par plusieurs menaces qui pèsent sur nos sociétés. Et je vais pas être plus long, parce que je pense que le timing est écoulé. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon salon.